La salle de conférence embaumait l'expresso et une eau de Cologne de luxe. Cette odeur piquante et aseptisée qu'on ne trouve que dans les endroits où l'argent circule et où personne n'est censé transpirer. Pourtant, je transpirais, non pas à cause de la chaleur, la climatisation tournait à plein régime, mais à cause de l'angoisse qui me nouait l'estomac tandis que je regardais mon fils, Ethan Carter, debout en bout de table. Mon fils, Ethan Carter, 32 ans, diplômé d'Harvard, le chouchou de Carter Innovation. Le même garçon qui pleurait parce que son croque-monsieur avait trop de croûte. À présent, il portait un costume bleu marine sur mesure, sa Rolex étincelait sous les projecteurs, et il arpentait la salle comme s'il était le maître du monde. Enfin, comme s'il était mon maître. « Mesdames et messieurs », dit Ethan d'un ton suave en appuyant sur la télécommande. Avant de nous plonger dans les projections, je pense qu'il est important d'aborder le sujet qui fâche. Je jetai un coup d'œil autour de moi. 12 investisseurs, 2 avocats, une société de capital risque de la Silicon Valley, et moi, assise à l'autre bout de la table avec un bloc-notes et un stylo que je n'avais pas utilisé depuis 10 minutes. Quel sujet? Un des investisseurs a posé la question. Ethan a souri. Puis il a lentement tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Mon père. Un silence s'est abattu sur la pièce. Pas un silence gênant, mais un silence glacial, de ceux qui vous donnent des frissons. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Et lui? A demandé le capital risqueur. Ethan a ri, comme si c'était une plaisanterie, comme si nous étions dans un talk-show de fin de soirée et qu'il s'apprêtait à lâcher une blague. Eh bien, a-t-il dit en écartant les mains, Carter Innovation a été fondée il y a 25 ans par lui dans son garage, ce qui est impressionnant, je suppose. Quelques rires polis. J'ai esquissé un sourire forcé. Ethan a poursuivi. Mais soyons honnêtes, l'entreprise dans laquelle vous investissez aujourd'hui, la plateforme technologique évolutive, le plan d'expansion mondiale. Il a marqué une pause. C'est mon travail. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Et franchement, ajouta-t-il, on a du mal à gérer la mentalité héritée du passé au niveau de la direction. Mentalité héritée du passé, c'est comme ça qu'il m'appelait maintenant. L'homme qui a bâti cette entreprise en travaillant de nuit à l'usine. L'homme qui a hypothéqué sa maison 3 fois. L'homme qui a payé ses études à Harvard comptant. Je me suis agité sur ma chaise. Ethan, dis-je calmement. Ce n'est pas le moment, me coupa-t-il. Il leva la main comme si j'étais un stagiaire qui l'interrompait. Avec tout le respect que je vous dois, papa, c'est justement le moment. Les investisseurs se penchèrent en avant. Il se retourna vers eux. Voyez-vous, même si j'apprécie la contribution de mon père, la vérité est qu'il est devenu un fardeau. Un fardeau. Le mot m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Il veut toujours approuver chaque décision. Il ne comprend toujours pas les stratégies de croissance moderne. Il a même remis en question notre virage vers l'IA le trimestre dernier. Un investisseur haussa un sourcil. « Ah bon ?» me demanda-t-il. J'ouvris la bouche. Ethan me coupa la parole. Oui, il l'a fait. Il a dit que c'était risqué et non éprouvé. Pendant ce temps, toutes les grandes entreprises technologiques de la planète le font déjà. Je le fixais du regard. Je me souvenais de cette réunion. Je me souvenais d'avoir dit qu'il nous fallait des données plus solides avant de gaspiller de l'argent là-dessus. Pas que c'était stupide. Mais Ethan ne s'intéressait pas aux nuances. Il voulait du sang. Et honnêtement, poursuivit-il, la structure du conseil d'administration est obsolète. Avoir un fondateur qui pense encore comme en 1999, ça fait fuir les gros investisseurs. C'est à ce moment-là que je remarquai ses regards. Ni compatissants, ni perplexes. On m'évaluait comme si j'étais un problème à résoudre. Je sentis ma poitrine se serrer. « Ethan », répétai-je, d'une voix plus basse. « Nous en discuterons en privé. » Son sourire s'élargit. « Inutile. La transparence, c'est important, non ?» Puis il a lâché la phrase qui m'a glacé le sang. « La vérité, c'est que nous avons déjà parlé de confier à mon père un rôle honorifique. Conseiller, administrateur non exécutif. Qu'il profite de sa retraite. » Un des avocats a griffonné quelque chose. Ma vision s'est brouillée un instant. Une retraite honorifique. Cette entreprise, c'était ma vie. Ma femme est morte en y croyant. Mes enfants ont grandi entre ces murs. Et maintenant,
Mon propre fils présentait mon départ comme une simple caractéristique de produit. Je me suis levé lentement. Les pieds de ma chaise ont grincé sur le sol. Ethan, ai-je dit doucement. Ce n'est pas à toi de décider. Il a incliné la tête. Si, justement. C'est alors qu'il s'est tourné vers l'écran et a affiché une diapositive, un graphique circulaire, la répartition du capital. Mon nom 51%, celui d'Ethan 34%, les autres actionnaires, le reste. Il l'a pointé du doigt. Sur le papier, oui, techniquement, tu détiens toujours la majorité. Le mot « techniquement » m'a blessé. Mais en pratique, tu n'as pas exercé de contrôle depuis des années. Tu m'as laissé faire. Les opérations. Vous m'avez laissé négocier des partenariats. Vous m'avez laissé devenir le visage de l'entreprise. J'étais malade et maintenant il disait que les investisseurs m'associaient à la croissance. Pas vous. L'un d'eux a acquiescé. Je voulais disparaître. Alors Ethan a conclu. Pour le bien de tous, nous avons besoin d'une direction qui ne soit pas impliquée émotionnellement. J'étais profondément attaché à ma propre entreprise, à ma propre famille. Le silence retomba dans la salle. Je compris alors quelque chose. Ce n'était pas une présentation. C'était un coup d'État. Mon propre fils venait d'orchestrer une prise de contrôle hostile sous mes yeux, et tout le monde regardait, attendant que je m'effondre. Je me rassis lentement. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Ethan me regardait comme s'il avait déjà gagné, comme si j'étais un fantôme dans ma propre salle de réunion. J'avais envie de hurler. J'avais envie de jeter ma chaise, mais je me contentais d'acquiescer. « Très bien, » dis-je doucement. Ethan cligna des yeux. « Très bien, » répéta-t-il. Je croisai son regard. « Continuez votre présentation. » Son sourire s'élargit. Il se lança dans des projections, des courbes de revenus, la domination du marché. Chaque mot résonnait comme un coup de poignard. Mais intérieurement, il se passait autre chose. Ni rage, ni panique, du calcul. Car Ethan avait oublié une chose très importante. Je détenais toujours 51% des parts et je n'avais jamais utilisé ce pouvoir. À la fin de la réunion, les investisseurs applaudirent vraiment. Ils venaient de donner une conférence TED. Ils lui ont serré la main, m'ont ignoré. Je suis sorti en dernier. Le couloir était silencieux. Ethan m'a suivi. « Papa », dit-il d'un ton soudain plus léger. « Ne le prends pas mal. Ce ne sont que des affaires. » Je me suis arrêté, me suis retourné, humilié devant des inconnus. Il a haussé les épaules. « Tu m'as appris à être impitoyable. » Je l'ai fixé du regard. Je lui avais appris à être honnête, loyal, à ne jamais oublier ceux qui l'avaient aidé à réussir. Mais en cours de route, j'avais créé un étranger. Nous sommes restés là, silencieux. Puis il s'est penché vers moi et a baissé la voix. Entre nous, le conseil d'administration est déjà de mon côté. Tu ferais mieux de te retirer avec élégance. Avec élégance, comme si j'étais en train de mourir. Il est parti avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assis dans mon bureau, un verre de bourbon à la main, que je n'aimais même pas, je contemplais de vieilles photos, le garage, le premier prototype. Ethan, à 8 ans, tenant un fer à souder comme une épée, ma femme à ses côtés. Je souriais. Elle aurait détesté ce qu'il était devenu. Mon téléphone vibra. Un message de mon assistante. Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence demain matin, à 9 heures. Aucun sujet précis, juste ça. Je savais déjà ce que cela signifiait. Ils allaient officialiser la situation, me forcer à partir, se servir de mon propre fils comme bouc émissaire. Je fixai l'écran. Mes mains tremblaient. Pour la première fois depuis des années, je me sentis insignifiante. Puis, soudain, un déclic se produisit. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai au portail des actionnaires. Mon identifiant fonctionnait toujours. Je consultai les statuts, lus chaque clause, chaque ligne lentement, attentivement, et là, c'était là. Caché sous la rubrique « Autorité exécutive », clair comme de l'eau de roche. L'actionnaire majoritaire conserve le pouvoir unilatéral de révoquer tout dirigeant, y compris le PDG. Avec effet immédiat. Je me laissai aller dans mon fauteuil, le cœur battant la chamade.
Ethan pensait que je faisais des manières. Le conseil d'administration pensait que j'étais sentimentale. Il n'avait aucune idée que je venais de me souvenir de qui j'étais. Le lendemain matin, la salle du conseil était comble. Ethan était de nouveau assis en bout de table, confiant, détendu, tel un roi. Le président s'éclaircit la gorge. Merci à tous d'être venus. Cette réunion concerne la restructuration de la direction. Ethan me sourit. Le même sourire qu'il arborait à 5 ans, lorsqu'il mentait en disant avoir cassé une vitre. Nous pensons qu'il est temps de changer, poursuivit le président, d'adopter une orientation plus moderne. Ethan acquiesça. Je ne dis rien. Ils commencèrent à énumérer les raisons. Croissance, vision, confiance du marché. Pas une seule fois ils ne me demandèrent mon avis. Finalement, le président se tourna vers moi. Monsieur Carter, souhaitez-vous répondre? Tous les regards étaient braqués sur moi, y compris celui d'Ethan. Il semblait presque s'ennuyer, comme si ce n'était qu'une formalité. Je me levai lentement, comme la veille. Mais cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Je sortis de mon sac un dossier à gros caractères. Juridique. Je souhaite répondre, dis-je calmement. Ethan se laissa aller dans son fauteuil. Vas-y, papa. J'ouvris le dossier, pris un document, puis un autre. Le silence retomba dans la salle. Un silence pas inquiétant, un silence curieux. Je voudrais juste clarifier un point, dis-je en regardant le président. Quand des votes auront lieu, acquiesça-t-il? Bien sûr. Je me tournai vers Ethan et pour la première fois depuis des années, il parut incertain. Ethan, dis-je doucement, te souviens-tu de qui est le propriétaire de cette entreprise? Il eut un sourire narquois. Oui, techniquement, toi, répondis-je en souriant. Un sourire froid, du genre qui fait peur. Pas techniquement. Je posai le document sur la table et le fis glisser en avant, conformément à la loi. Le sourire d'Ethan s'effaça. Le président prit le papier. Lisez-le. Son visage se transforma, il se décomposa. Il me regarda, puis Ethan, puis de nouveau moi. Monsieur Carter, dit-il lentement, invoquez-vous votre droit de vote majoritaire? J'acquiesçai. Oui. Ethan se redressa. Attendez, quoi? Je posai les 2 mains sur la table et me penchai en avant. Mon fils pense que je suis un fardeau, dis-je d'un ton égal. Alors, je pense qu'il est temps de tester l'étendue de mon pouvoir. La mâchoire d'Ethan se crispa. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je le fixai droit dans les yeux. Oh, je suis très sérieux. Un silence de mort régnait. On aurait pu entendre un téléphone vibrer. Ethan se leva. Tu ne vas pas le faire, en fait. Je levai la main comme il l'avait fait. L'ironie était savoureuse. Assieds-toi. Il se figea. Je me tournai vers le conseil d'administration. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'exige une décision exécutive immédiate. Le président déglutit. Quelle décision? Je pris une inspiration. Lentement, calmement, et prononçai les mots qui firent pâlir Ethan. Je destitue le PDG actuel. Immédiatement. Ethan rit. Un rire bref et sec. C'est une blague. Je secouai la tête. Non. L'avocat à côté de moi feuilleta des documents et acquiesça. C'est valable. Le regard d'Ethan parcourut la pièce. Tu es de son côté. Personne ne parla. C'est alors qu'il comprit qu'il n'avait plus le contrôle. Plus maintenant. Il me regarda. Vraiment. Non pas comme son père, mais comme son ennemi. Tu n'oserais pas, murmura-t-il. Je m'approchai et baissai la voix pour que lui seul m'entende. Tu m'as humilié devant des investisseurs, dis-je. Vous avez essayé de m'enterrer dans ma propre entreprise, dit-il en déglutissant. Je vais vous montrer à quoi ressemble 51%. Le président s'éclaircit la gorge. Monsieur Ethan Carter, vous êtes par la présente démis de vos fonctions de PDG. Ethan me fixa, le visage crispé entre incrédulité et rage. Vous êtes en train de tout détruire. Je souris. Non, mon garçon. Je tapotai le dossier. Ce n'est que le début.
La pièce sembla plus petite après cela, comme si les murs s'étaient inclinés juste pour voir Ethan tomber. Il resta figé, la bouche légèrement ouverte, les mains toujours crispées sur le dossier de sa chaise, comme si cela pouvait le retenir à la réalité. « Vous ne pouvez pas faire ça, » répéta-t-il. Mais cette fois, sa voix se brisa. Pas confiante, pas charmante, juste effrayée. L'avocat s'éclaircit la gorge. Juridiquement parlant, Monsieur Carter senior a pleine autorité. Ce licenciement est valable et prend effet immédiatement. Ethan se tourna vers lui. Vous travaillez pour nous. L'avocat ne scia même pas. Je travaille pour l'entreprise. Et l'actionnaire majoritaire de la société a pris la parole. C'en était trop. L'instant précis où Ethan a réalisé qu'il n'était plus le plus malin de la pièce. Il a jeté un coup d'œil aux investisseurs. Les mêmes qui lui serraient la main la veille. À présent, ils évitaient son regard. L'un d'eux consultait son téléphone. Un autre faisait semblant d'ajuster ses boutons de manchette. Personne ne voulait être associé à un navire qui coule, surtout pas après que le capitaine ait été jeté par-dessus bord. Ethan s'est lentement retourné vers moi. Son visage était rouge. Non pas rouge de colère, mais rouge d'humiliation. « Tu as tout manigancé », a-t-il dit. « Tu as attendu que je te mette dans l'embarras pour pouvoir faire un coup d'éclat. » J'ai secoué la tête. « Non, Ethan, c'est toi qui as tout manigancé. » J'ai désigné l'écran où sa présentation brillait encore. J'ai juste fini par arrêter de te laisser faire. Il a ricané. « Tu crois que ça te rend fort ? Virer ton propre fils ? » Je l'ai regardé. Vraiment. J'ai regardé. Le costume sur mesure, la Rolex, les mêmes yeux qu'il avait enfant. Sauf que maintenant, ils étaient vides. Je pense que mon fils devienne un monstre me rend faible, dis-je doucement. Et je le suis depuis trop longtemps. Un silence pesant s'installa. Puis le président reprit la parole. La sécurité va escorter Monsieur Ethan Carter hors du bâtiment. Il n'a plus accès aux fonctions de direction. 2 gardes apparurent à la porte. Pas agressifs, juste professionnels. Ethan rit de nouveau, mais cette fois, son rire était hystérique. Vous me mettez à la porte comme un criminel. Un des gardes s'avança. Monsieur, je vous en prie. Ethan me regarda une dernière fois, et pendant une fraction de seconde, je le vis. Non pas de l'arrogance, non pas un sentiment de supériorité, mais de la peur. La même peur qu'il avait eue à 10 ans, perdu dans un centre commercial. La même peur lorsqu'il avait raté son premier examen, la peur de perdre le contrôle. « Papa, dit-il doucement, ne fais pas ça. » Ma poitrine se serra. Pendant une seconde, le père en moi faillit s'effondrer. Presque. Puis je me suis souvenu de la salle de réunion, des rires, de la façon dont il avait levé la main vers moi, du mot « responsabilité ». C'est exactement ce que tu m'as appris. Moi, dis-je. Les affaires ne sont pas personnelles. Les gardes lui prirent les bras. Non pas brutalement, mais fermement. Ethan ne se débattit pas. Il me fixa simplement du regard tandis qu'il le laissait sortir. Et je jure que ce regard me hantera à jamais. La porte se referma derrière lui. Clic en un instant, mon fils avait disparu. Un souffle de soulagement parcourut la salle. Un investisseur murmura « Waouh !» Le président s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'est assurément sans précédent. Je me rassis. Mes jambes étaient flageolantes. Mes mains étaient glacées, mais ma voix était assurée. Maintenant, dis-je, parlons du véritable avenir de cette entreprise. Ils m'écoutèrent, non par affection, non par respect, mais par obligation. Le pouvoir change tout. Pendant l'heure qui suivit, nous restructurâmes tout. Je supprimai les privilèges de dirigeant d'Ethan, révoquai ses options d'achat d'actions, gelai son accès aux systèmes internes. À la fin de la réunion, il n'était pas seulement licencié, il était devenu superflu. Je quittai la salle de réunion seul. Le couloir me paraissait différent, plus silencieux, plus léger, comme une atmosphère toxique. L'affaire avait enfin pris fin. En arrivant à mon bureau, mon assistante m'attendait. Elle semblait sous le choc. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « Tu l'as vraiment viré ?» J'acquiesçai. Elle hésita,
puis sourit. Un sourire de soulagement, pas de politesse. Bien. C'est alors que je compris. Tout le monde l'avait vu, pas seulement moi. Tout le monde savait qu'Ethan empoisonnait l'atmosphère. J'avais juste mis plus de temps à l'accepter. 3 jours plus tard, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était. Je répondis quand même. Allô? Tu es contente maintenant? La voix d'Ethan. Tremblante. Fatiguée. Ivre, peut-être. Je ne suis pas contente, dis-je honnêtement. Je n'ai juste plus honte. Il rit amèrement. Tu as ruiné ma carrière. Non, répondis-je. Tu as essayé de ruiner la mienne. Je me suis juste défendu. Silence. Puis il murmura. Ils ne veulent pas m'embaucher. Personne. Ils savent ce qui s'est passé. J'ai fermé les yeux. Cette phrase m'a fait plus mal que prévu. Tu as humilié un fondateur dans sa propre entreprise, ai-je dit doucement. Les gens ne font pas confiance à ça. Il a respiré bruyamment. Je suis ton fils. Oui, ai-je répondu. Et c'est pour ça que ça fait plus mal que ça ne devrait. Un autre silence. Puis, d'une voix calme. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Je ne pensais pas avoir à le faire. Il n'a pas répondu. La communication a été coupée. 6 mois ont passé. Carter Innovation s'est stabilisé, puis a connu une croissance, puis une explosion. Il s'est avéré que le virage vers l'IA imposé par Ethan était erroné, précipité. Nous avons trouvé des erreurs dans le modèle de données. Si nous l'avions mis en production, le système aurait planté en quelques semaines. Des millions de dollars de pertes, voire la faillite. L'ironie était amère. J'ai recruté une nouvelle PDG, ni jeune, ni flamboyante, une femme d'une 40aine d'années qui avait bâti 3 entreprises à partir de rien. Elle a écouté, elle interrogeait, elle respectait le passé au lieu de le tourner en ridicule. Les investisseurs l'adoraient. Le personnel l'admirait. Et pour la première fois depuis des années, moi aussi. Un soir, je suis resté tard. Le bâtiment était silencieux. La pluie tambourinait doucement aux fenêtres. J'étais assise dans le même bureau où Ethan avait l'habitude d'entrer sans frapper. Mon téléphone a vibré. Un message de lui. Je recommence à zéro. Une petite mission de consultant. Rien d'extraordinaire. Je l'ai longuement dévisagé, puis j'ai répondu. Bien. Construis quelque chose qui te soit propre. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Puis un dernier message. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les choses mûrir. Laissé les mots respirer, car les excuses ne réparent pas tout, mais c'est un début. 1 an plus tard, Carter Innovation atteignait sa plus haute valorisation historique. J'étais sur scène lors de la cérémonie d'anniversaire. Les applaudissements ont fusé. Les flashs crépitaient. Quelqu'un a demandé « Quel est le secret de votre succès ?» J'ai pensé à mon fils, à la salle de réunion, à ce moment où j'ai enfin cessé d'être une petite entreprise. J'ai dit « N'oubliez jamais qui vous êtes et ne laissez jamais personne, pas même vos proches, vous convaincre que vous êtes dépassé. » La foule a applaudi. Mais intérieurement, je ne pensais pas à l'argent. Je pensais à un petit garçon avec un fer à souder et à la façon dont le pouvoir ne fait pas que bâtir des entreprises, il révèle aussi les gens. Parfois ceux que vous avez élevés, parfois